Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer ce quatrième cours consacré cette année à la perception des objets mathématiques élémentaires, qui sont les formes géométriques et les motifs géométriques. On parlera l'an prochain des graphiques mathématiques et des aspects de plus haut niveau des mathématiques. Alors, je voulais juste vous rappeler que dans le dernier cours, j'en profite pour dire que tous ces cours sont disponibles grâce au Collège de France en quelques jours. Ils sont disponibles en ligne sur le site du collège, vous le savez. Je mets toutes les diapositives aussi, donc si vous voulez re-regarder à nouveau certaines diapositives, vous pouvez les voir sur le site du Collège de France. Et si par hasard vous n'arrivez pas à être dans cette salle, je vous remercie d'être présent physiquement, c'est plus sympathique, mais on diffuse aussi les cours sur Zoom pour ceux qui le souhaitent. Alors, fin de la parenthèse, donc dans le cours de la semaine dernière, on avait parlé de la perception des séquences géométriques. Qu'est-ce qu'il faut comme ressources cognitives pour produire quelque chose d'aussi simple qu'un zigzag? On avait vu que lorsqu'on regarde différentes séquences géométriques, il faut postuler une sorte de langage de l'esprit, un langage de la géométrie, pour rendre compte du fait que certaines de ces séquences sont beaucoup plus faciles à mémoriser que d'autres, alors qu'elles sont toutes de longueur 8 dans ces expériences. Mais on avait vu que les séquences régulières, celles qui ont une petite longueur de description minimale dans ce langage de la pensée, sont plus faciles à mémoriser. Et puis on avait vu aussi qu'on pouvait généraliser des séquences géométriques aux séquences de sons, au moins les séquences binaires, avec exactement le même langage, avec exactement les mêmes notions d'un langage fondé sur la répétition avec des variations. La symétrie, finalement, ce n'est pas autre chose que la répétition d'un objet avec éventuellement des variations. Et ces mêmes genres de régularités se retrouvent dans les séquences auditives et dans les séquences géométriques. Donc on avait trouvé qu'un même langage pouvait rendre compte des deux domaines et au niveau cérébral qu'il y avait un recouvrement des activations. On en est là pour les séquences géométriques et aujourd'hui je voudrais reprendre l'exemple de ce qu'on a pu voir dans la grotte de Lascaux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on perçoit une forme comme un rectangle? Ça n'est plus une séquence, mais vous allez voir qu'on va postuler que dans la tête du sujet, il y a une sorte de programme, une séquence, j'en parlerai aussi dans les prochains cours. On reconstitue, on perçoit une forme comme un rectangle parce qu'on est capable de reconstituer dans la tête un programme, une expression géométrique minimale qui permet de le reconstituer. Donc on va parler aujourd'hui de la perception des quadrilatères, quelque chose d'extraordinairement simple, desséché. Vous allez voir que, comme d'habitude en sciences cognitives, quand on arrive à réduire la complexité d'un domaine à quelque chose d'étroit, on peut faire beaucoup d'expériences, des expériences bien contrôlées, et tester la singularité de l'espèce humaine. Est-ce que vraiment il n'y a que les humains qui sont capables de comprendre ce qu'est un rectangle? Est-ce que la présence de ce rectangle à la grotte de Lascaux indique de façon irréfutable que ça a été fait par un être humain? J'ai le plaisir de remercier les jeunes chercheurs qui font ce travail parce que c'est vraiment un travail d'équipe à Neurospin et notamment le travail de la semaine dernière a été commencé par Mariam Alrik et Samuel Planton et surtout Fosca Alroumi, que je voulais remercier particulièrement, ont réalisé ce travail notamment avec la magnétoencéphalographie et aussi l'IRM. Et aujourd'hui, je vais vous parler presque exclusivement du travail d'un jeune chercheur, Mathias Sablé-Meyer, dont ça a été la thèse pendant 4 ans dans mon équipe. Alors, on est parti d'une idée très simple, la tâche de l'intrus. Vous allez comprendre tout de suite. Je vous présente sur un écran tactile 6 formes, et vous devez dire laquelle est l'intrus. Je crois que ce n'est pas trop dur, là, ça va. Où est l'intrus? Où est l'intrus? Et je crois que vous faites déjà l'expérience de notre résultat, très simple. Il y a aussi un intrus dans la figure de droite, ici, il est toujours au même endroit, c'est celui-ci, la pointe est plus longue, là. Et elle est plus longue de la même quantité que pour les autres formes. En réalité, les formes sont très proches l'une de l'autre. Je vous montre immédiatement les formes ici, elles sont contrôlées de multiples manières. Il y a 11 formes qui peuvent servir de base, et on va créer un intrus en déplaçant le point en bas à droite de la forme, sans le dire au sujet, et on va le déplacer d'une quantité constante, soit le long d'un cercle ici, donc en gardant la longueur du bas constante mais en changeant l'angle, soit en changeant au contraire la longueur du bas mais sans changer l'angle. Voilà. Donc on a des intrus, ils sont tous générés de la même manière à partir des mêmes formes. La ligne de base ici des formes est la même. Donc on essaye de contrôler le mieux possible les différents aspects perceptifs, mais on va regarder la détection des intrus en fonction de la régularité des formes. Et vous voyez qu'on va passer de formes qui sont très régulières, des carrés, des rectangles, qui ont des angles droits, des côtés parallèles, des côtés égaux, des angles égaux.
Et puis progressivement, on va enlever certaines de ces propriétés. Alors, certaines de ces formes ont un nom, il y a des trapèzes, il y a des parallélogrammes, il y a des losanges. Puis ensuite, peut-être on peut appeler ça un cerf-volant, un kite en anglais, avec éventuellement un angle droit ou pas. Et on va jusqu'à des formes qui n'ont pas de nom particulièrement et qui n'ont pas de régularité, qui sont juste dépourvues de toute régularité. Donc c'est un petit peu la même logique qu'avec les séquences géométriques de la semaine dernière, du cours dernier. On va regarder s'il y a un effet de régularité géométrique. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. C'est beaucoup plus facile de trouver l'intrus lorsqu'il y a des régularités géométriques dans les figures. Les humains sont extrêmement sensibles à ces régularités géométriques. Vous voyez qu'ici, on ne parle pas d'un petit effet subtil de sciences cognitives, hein, on parle des taux d'erreur qui passent d'environ 7%, ou un petit peu moins ici, à jusqu'à 42% d'erreur. Donc, très peu d'erreurs lorsque la forme de base est un carré ou un rectangle, énormément d'erreurs lorsque la forme de base n'a pas de régularité. C'est beaucoup plus difficile de reconnaître et de détecter des intrus parmi des formes qui n'ont pas de régularité. Vous avez peut-être remarqué qu'on fait tourner ces formes, elles sont toutes un tout petit peu tournées et changent de taille, ce qui oblige à penser à la forme abstraite et pas à une forme physique spécifique. Et les rotations sont calculées de sorte qu'aucun des côtés ne s'aligne avec la verticale ou avec l'horizontale. Donc c'est vraiment l'angle qu'il faut calculer, ce n'est pas la spécificité des verticales ou des horizontales qui compte ici. Parce qu'on sait qu'il y a un effet d'horizontale et de verticale qui existe dans le système visuel à assez bas niveau. Voilà. Alors ça c'est la première expérience que Mathias a faite. Il y a énormément de sujets parce que c'était pendant le Covid et c'était une expérience en ligne où les sujets répondaient en touchant sur leur téléphone ou sur leur tablette. Et on l'a rapidement répliqué. Il y avait peut-être un problème avec la première expérience, c'est que l'intrus est toujours une forme déformée, n'est-ce pas? Donc il aurait été possible que les sujets comprennent l'instruction comme cliquer sur la forme qui est la plus déformée, qui a le moins de régularité. Et s'ils avaient fait ça, évidemment, ça aurait été plus facile de le faire parmi des formes régulières que parmi des formes avec une irrégularité. Donc pour contrôler ça, on a créé un deuxième type d'écran ici, où les choses sont inversées. Les 5 formes sont les irrégulières, et il faut trouver l'intrus qui est la forme régulière ici. Donc il n'est plus possible d'interpréter les instructions comme cliquer sur la forme la plus irrégulière. Et on retrouve pratiquement les mêmes résultats. Donc ça, c'est les résultats globaux à travers toutes les formes. Ici, vous voyez la corrélation entre cette expérience 2 sur les formes canoniques et l'expérience 1. Donc il y a une très forte réplication de ces résultats, même s'il y a un petit peu moins de sujets ici. Et puis la corrélation entre les écrans où les formes sont échangées et les écrans canoniques, où c'est la forme canonique qui est présentée 5 fois et le déviant est irrégulier. Et vous voyez qu'il y a une forte corrélation ici. Ce n'est pas parfait. Il y a sans doute des choses à expliquer dans l'asymétrie entre ces deux types d'écrans ici, mais quand même, ce sont des résultats extrêmement solides. Alors on a continué à exploiter cet effet sous toutes ses formes possibles pour vraiment voir d'où est-ce qu'il provient. Une première observation intéressante, c'est qu'on peut tout simplement demander aux personnes quelle est la régularité de la forme, ou quelle est la complexité des formes. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'effets en psychologie qui sont inaccessibles à l'introspection, mais pas celui-là. Celui-là, il est codé à un niveau conscient. Il y a un petit programme conscient, on est conscient de la régularité de ces formes. En tout cas, on peut en prendre conscience. Et donc ici, on a tout simplement demandé au sujet, pour une forme, une à la fois, quel est votre jugement de la régularité de cette forme sur une échelle qui va de 0 à 100 ici, où est-ce que vous placeriez le curseur pour décrire sa quantité de régularité? Et comme on ne savait pas très bien si c'était mieux de faire juger la régularité ou la complexité, la moitié des sujets jugeaient la complexité, donc le curseur était inversé en quelque sorte. Et à droite, il y avait marqué plus complexe, et à gauche, il y avait marqué plus simple. Et vous voyez que dans les deux cas, on retrouve notre effet de régularité géométrique, ici avec là encore une assez bonne corrélation. Dans tous ces écrans, je vais mettre sur l'axe des X le taux d'erreur de l'expérience 2, puisque c'était celle qui était la mieux contrôlée avec les deux types d'écrans dans les deux sens ici. Et qu'à chaque fois, on retrouve une très bonne corrélation inter-expérience. Donc les jugements subjectifs de complexité ont accès à cette notion de complexité géométrique. Il y a moyen de faire d'autres expériences et ici on a voulu tester le degré d'abstraction de cette perception des formes en passant d'une présentation simultanée, vous voyez que dans les expériences que je vous montre jusqu'à présent on présente 6 formes simultanément tout d'un coup, à une présentation qui est séquentielle ici. Ça fait très bien le lien avec le cours précédent. Ici on présente donc les formes non pas
sous forme d'un coup 4 côtés, un quadrilatère, mais en présentant leur sommet, et sous une forme séquentielle. Donc c'est une petite séquence de 4 items qui respectent sinon exactement les mêmes propriétés que les formes simultanées. Hein. Les formes peuvent être légèrement tournées, leur taille peut changer. Donc c'est assez difficile. Je ne sais pas si vous avez réussi à percevoir la forme qui est derrière cette séquence de points. Ici, il y a toujours 4 points et si je ne me trompe pas, ça fait un rectangle ici. Hein. Et puis de temps en temps, il y a des non-rectangles. Et votre tâche, c'est toujours la même, c'est de détecter si le 4e point est différent des autres. Au passage, c'est pour ça qu'on avait fait bouger le 4e point, le sommet en bas à droite, dans les formes géométriques simultanées. Alors, c'est une tâche quand même très différente des autres. L'intrus ici est défini de façon beaucoup plus abstraite, et pourtant, on retrouve une très forte corrélation avec nos expériences précédentes. À nouveau, il y a un effet de régularité géométrique. À nouveau, c'est le rectangle qui est facile, le carré aussi. Je crois que c'est le carré qui est ici en bas à gauche. Et la légende manque malheureusement dans cette diapositive de Mathias. Mais on attribue les couleurs à ces formes ici. Et vous avez donc un très fort effet de régularité. Une tâche plus classique que la tâche d'intrus est la tâche de recherche visuelle. Donc on a voulu regardez également qu'est-ce qui se passait dans cette tâche plus classique. La tâche de recherche visuelle, c'est presque la même idée, hein, mais vous allez devoir détecter si, oui ou non, il y a une forme qui est différente des autres. Donc, dans la moitié des écrans, il y a une forme qui est différente des autres, et dans la moitié des écrans, il n'y en a pas. Et vous avez simplement 2 boutons pour dire présent ou absent. Ce qui en fait une tâche beaucoup plus propre sur le plan des temps de réaction. Hein. Cliquer sur un intrus, sur le plan des temps de réaction, ça n'est pas idéal parce qu'en fonction de la position de la forme, le geste n'est pas le même. Donc, jusqu'à présent, j'insistais sur les taux d'erreur. Mais grâce à cette expérience de recherche visuelle, on peut aussi obtenir de bons temps de réaction dans notre tâche. Et ce qui est intéressant dans la tâche de recherche visuelle, qui a été très explorée par une chercheuse qui s'appelle Anne Treisman, qui est décédée il y a déjà quelques années, c'est qu'on peut faire varier le nombre de formes. Et vous voyez, c'est relativement facile de trouver l'intrus, je pense que vous l'avez vu ici, il est là, lorsqu'il y a 6 formes, parce qu'on explore avec son attention l'écran, mais c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il y a beaucoup de formes ici, et on va observer un effet qui est proportionnel au nombre de formes qui est sur l'écran. Ça permet de faire la distinction entre certaines tâches qui génèrent ce qu'on appelle un effet de pop-out, c'est-à-dire que ça saute aux yeux. Quel que soit le nombre d'objets sur l'écran, ça saute aux yeux. Donc ça pourrait être le cas, par exemple, si cet objet, l'intrus, était en couleurs différentes. S'il y avait 5 objets verts et un objet rouge, il y aurait ce qu'on appelle pop-out. Vous n'auriez pas besoin de regarder séquentiellement pour voir où se trouve l'intrus. Et le temps de réaction serait absolument plat en fonction du nombre d'objets. Dans la situation où il n'y a pas de pop-out, on parle de recherche visuelle sérielle, et c'est exactement ce qu'on a trouvé dans cette expérience ici. Donc là, c'est une expérience un petit peu plus riche et complexe. Pour chacune de ces formes, on va la présenter comme forme de base, et il y aura la moitié des essais un intrus, l'autre moitié des essais pas d'intrus, et on va demander au sujet de dire présent ou absent. Et ce que vous voyez ici, c'est le taux d'erreur et aussi le temps de réaction en fonction du nombre de formes qui est présent. 6 formes, 12 formes et 24 formes. Alors on a observé plusieurs choses. D'abord, on réplique totalement notre effet de difficulté, donc l'effet de complexité géométrique. C'est beaucoup plus facile de faire cette tâche avec des carrés ou des rectangles qu'avec des trapèzes, qui eux-mêmes sont plus faciles que les losanges, etc. Et jusqu'à ces formes sans régularité, qui sont vraiment difficiles. Et à l'intérieur de chacune de ces formes, on n'a pas observé de pop-out. On a observé une recherche visuelle sérielle, même pour les formes les plus simples ici. Même là, il y a une dépendance du nombre de formes et il y a un effet qui est très classique, c'est qu'on est à peu près, on a une pente 2 fois plus rapide, 2 fois plus faible pour les essais présents que pour les essais absents. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez chercher, si vous trouvez, vous avez une chance sur 2 en gros de le trouver à la moitié des essais, enfin en moyenne vous allez le trouver en ayant exploré la moitié des items. Par contre, pour les essais absents, évidemment, il faut faire une recherche exhaustive et donc la pente est plus élevée. Cette signature, c'est la signature d'une recherche sérielle. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a donc affaire à un effet conscient et qui demande de l'attention, qui ne peut pas faire l'objet d'un pop-out. Donc on commence à cerner les contours de ce système géométrique. Il n'est pas tout à fait bas niveau de la perception, ce n'est pas comme la couleur. On ne perçoit pas un carré comme on perçoit la couleur. On perçoit un carré parce qu'on fait attention à ses propriétés géométriques et on en est conscient.
Alors ensuite, on a eu la chance extraordinaire de pouvoir travailler avec Serge Caparros et de pouvoir poser la question, est-ce que cet effet dépend tout simplement de l'éducation des sujets? Jusqu'à présent, les expériences que je vous ai présentées, c'était d'ailleurs pas extrêmement bien contrôlé, mais la plupart des gens qui se connectent sur Internet et qui passent notre expérience sont des gens qui ont une bonne éducation. Et la plupart des expériences en psychologie portent sur des étudiants d'université. Mais grâce à Serge Caparros, on a pu accéder à la culture des Himba en Namibie. C'est un peuple de pasteurs essentiellement qui vivent dans un isolement relatif, hein, évidemment, dans notre monde contemporain, mais enfin qui ont peu ou pas du tout d'accès à l'éducation formelle, en tout cas, pas d'éducation mathématique, et en fait leur langue a relativement peu de mots pour la géométrie. C'est un petit peu comme les travaux qu'on avait menés avec Pierre Picat, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui, lorsqu'on a pu faire des travaux en Amazonie. Ici, c'est en Namibie. Vous voyez que ces gens ont un mot pour cercle, mais ils n'ont pas de mot pour carré, par exemple, ou pour triangle. Ils sont obligés de faire une phrase, qui est d'ailleurs un peu comme l'étymologie du mot triangle, mais nous, on a un seul mot, et eux, ils doivent dire la chose anguleuse avec 3 angles. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de savoir si cet effet de régularité géométrique est issu de la très grande éducation qu'on peut avoir en mathématiques dans notre pays, ou bien est-ce qu'on va la trouver déjà chez ces personnes. Alors ici, on voit Serge Caparros qui teste ces personnes, hein, et le résultat est assez clair. On continue d'observer notre effet de régularité géométrique, assez bien corrélé avec le taux d'erreur des participants français ici, et en particulier, vous voyez très bien, taux d'erreur beaucoup plus faible, même s'il est quand même plus élevé que tout à l'heure, hein, de l'ordre de 10 à 20% pour ces sujets IMBA ici. Voilà. Ce sont des adultes hein, ici. Il y a eu aussi quelques sujets enfants, et je vais parler des enfants dans une seconde. Avec la corrélation n'est pas parfaite, et je vais y revenir, parce qu'on peut l'expliquer. Il y a notamment des points qui dévient ici assez fortement de la courbe, et vous allez voir que ce n'est pas juste du bruit, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Je vais y revenir. Mais même idée de tester l'effet de l'éducation, on peut aussi peut-être plus facilement tester des enfants chez nous qui n'ont pas encore reçu d'éducation mathématique formelle. Et donc Mathias est allé avec l'équipe de développement du laboratoire tester des enfants préscolaires, de grandes sections de maternelle et aussi des enfants de CP. Au départ, il n'y en avait pas énormément, on en avait 28 de grandes sections et 156 CP. Hein. Donc entre 5 et 6 ans, et vous voyez qu'à nouveau, on retrouve cette énorme variation du taux d'erreur en fonction de la forme qui est présentée. La courbe est à nouveau très corrélée avec les erreurs des adultes français, même si elle n'a pas exactement la même forme. Et vous voyez que le taux d'erreur, même s'il est corrélé, est fortement répliqué entre les deux groupes, il est largement dominé par le fait que les carrés et les rectangles sont très faciles pour ces enfants. Beaucoup plus facile que les autres formes. Néanmoins, même si on exclut ces deux formes-là, on continue d'observer une corrélation très significative, une pente ici, qui montre que même un trapèze, même un losange, c'est plus simple pour ces enfants qu'une forme sans aucune régularité ici. Ce n'est pas un gros effet, mais il est présent. Vous voyez qu'on a des barres d'erreur. Je n'ai pas prêté attention, sur tous les graphiques que je vous ai présentés, il y a une barre d'erreur. Simplement, elle est parfois invisible parce que quand on a 600 sujets, la barre d'erreur est extrêmement petite. Et ici, elle est relativement petite avec 150 sujets. Vous voyez qu'il y a un effet de régularité. Cette forme-là est beaucoup plus difficile que celle-ci. Ces effets ont été répliqués. Ça, ce sont des travaux qui ne sont pas publiés encore, mais qui sont en cours. C'est le travail de Théo Morfois au laboratoire. Et dans le contexte d'une plus grande expérience sur les effets de la musique sur le cerveau, il a testé beaucoup d'enfants. Et vous voyez qu'ici, on a maintenant des enfants de moyenne section, de grande section, de CP et de CE1. Hein. Donc, de l'ordre de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans environ. Hein. Et on voit donc émerger cet effet de régularité géométrique. Et il est assez intéressant de voir qu'il n'est pas vraiment très présent dès le départ. Hein. Il y a un petit effet ici d'avantage pour le carré et pour le rectangle, mais on n'est vraiment pas loin du niveau du hasard. Hein. Il y a une chance sur 6. On est revenu à cette tâche donc, de détection d'intrus sur une tablette, donc il y a une chance sur 6 de trouver la bonne réponse. Donc le taux d'erreur
au hasard doit être de 83%, hein, et vous voyez que les petits-enfants n'en sont pas très loin, et progressivement, on s'en détache avec ces formes qui s'en détachent progressivement. Il y a quelque chose à expliquer, qui n'est pas parfaitement expliqué pour l'instant. Ce n'est pas exactement la même forme d'effet que chez l'adulte, mais quand même, on retrouve un effet de régularité géométrique, même si on exclut les carrés et les rectangles ici. Donc on commence à avoir des données très solides et que je peux résumer en une diapositive ici pour dire que cet effet de régularité géométrique est un universel de l'espèce humaine. Dans toutes les conditions qu'on a testées, avec des tâches de recherche visuelle, des tâches d'intrus, des jugements subjectifs, le format en séquence, les jeunes enfants, les IMBA, à chaque fois, on a trouvé cet effet de régularité géométrique. Alors on pourrait se dire, bah, c'est un effet strictement universel, c'est simplement lié au fait que, bah, après tout, il y a des manières de se servir de ces régularités pour trouver l'intrus. Lorsqu'on a un carré, toutes ces mesures qui sont encore présentes dans les 3 côtés ou 2 côtés du carré permettent de voir mieux l'intrus, tout le monde va montrer la même chose. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a pu tester des primates non humains pour tester justement cette hypothèse. Et notre hypothèse, évidemment, c'est que les babouins ici et les primates non humains ne devraient pas réussir à passer ce test, ne devraient pas présenter d'effet de régularité des formes. Parce que notre hypothèse, c'est qu'il y a un langage de la pensée, un langage de la géométrie qui peut-être est propre à l'espèce humaine. Alors, on a eu la chance de collaborer avec Joël Fagot, qui a ce laboratoire épatant qu'il a mis en place au Rousset, dans le sud de la France, et dans lequel il y a des animaux qui sont en semi-liberté, ici, qui vivent en colonie, il y en a à peu près une trentaine, et donc vous les voyez ici, à tout moment, dans leur enclos, ils peuvent accéder à ces petites pièces dans lesquelles il y a un ordinateur qui les attend, et ils vont pouvoir jouer à des jeux vidéo. Voilà. C'est sympathique, ça enrichit leur environnement qui est déjà pas mal, comme vous le voyez. Et donc 24 heures sur 24, ils peuvent rentrer, l'ordinateur va détecter quel est l'animal qui rentre et va lui présenter l'essai suivant d'une expérience de psychologie qui peut être conçue des semaines à l'avance, qui est prête. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des animaux qui rentrent à 13 heures, puis il y en a d'autres qui rentrent à 18 heures, puis il y en a qui rentrent à 2 heures du matin quand les autres ne regardent pas. Peut-être une forme d'addiction aux jeux vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est épatant, donc c'est sur la base du volontariat, l'animal rentre dans la pièce quand il veut. Évidemment, ils sont renforcés par un petit morceau de nourriture lorsqu'ils font des essais corrects, donc ça va nous permettre de les entraîner à faire une tâche, mais ils sont suffisamment volontaires pour faire typiquement de l'ordre de plusieurs centaines, voire 1 millier d'essais par jour. Donc c'est formidable pour faire de la psychologie comparée et de l'éthologie. C'est une situation extraordinaire où en quelques semaines, on a des milliers d'essais dans une tâche cognitive. Évidemment, on avait conçu notre tâche d'intrus avec ça en tête dès le départ. C'est une tâche qui est tellement simple qu'elle peut être faite par un animal. Il peut apprendre à pointer sur un écran et à trouver l'intrus. Évidemment, il faut l'entraîner. Donc nous avons créé tout un système d'entraînement successif avec l'aide de Joël Fagot. Ça, c'est Mathias et Joël qui ont fait ça ensemble. Donc premières étapes sont des écrans extrêmement simples comme ça dans lesquels il y a seulement 3 objets. Et il y en a un qui est l'intrus. Et puis on en met 4, on en met 5, on en met 4 d'abord. Là, vous voyez que entre cet écran-là et cet écran-là, la différence est subtile, mais on a commencé à introduire ces changements d'orientation des objets, voilà, qui sont importants pour que ce ne soit pas physiquement exactement la même forme qu'on doive détecter et trouver l'intrus. Ici, on en met 5. Ici, on en met 6 et on arrive à notre écran final. On va introduire maintenant 20 images différentes. Je vais vous les montrer dans un instant. Donc, ce n'est pas seulement la pastèque versus la cerise qui fait l'objet de l'entraînement au départ, mais c'est 20 images différentes et c'est vraiment le concept d'intrus qui va commencer à être appris par les animaux. Et puis ensuite, on va leur demander de généraliser à 20 autres images, comme celle-ci par exemple. Et là, s'ils généralisent, on est à peu près sûr qu'ils ont compris ce qu'il faut faire. Il ne faut pas juste cliquer sur la cerise, il faut cliquer sur l'intrus, quel que soit l'intrus. Et puis, on va quand même vérifier qu'ils sont capables de le faire avec d'autres formes plus proches de celles qu'on va tester. Donc, la dernière généralisation, c'est à des polygones, mais des polygones faciles, comme celui-ci, convexe versus concave. On a choisi des cas faciles et différents des quadrilatères qu'on veut tester. Et enfin, et vous attendez avec impatience ces résultats, et nous aussi,
le test de géométrie identique, exactement identique à celui qu'ont passé les êtres humains. Donc on donne leur chance aux babouins, on leur apprend vraiment ce que c'est qu'un intrus à travers toute cette série de tests. Voilà, donc on a eu 26 animaux au départ, il y en a seulement 20, c'est beaucoup, hein, qui ont accepté d'être entraînés jusqu'au bout, parce qu'après tout, comme je le disais, c'est sur la base du volontariat. Hein. Vous voyez qu'il a fallu 5200 essais pour les entraîner à la tâche de l'intrus, mais que par contre, après, ils ont généralisé assez rapidement. On leur demande d'atteindre un critère de 20% d'erreur. Donc, vous voyez ici l'évolution de ces taux d'erreur entre un premier bloc et un dernier bloc. Je ne sais plus la taille des blocs, c'est plusieurs centaines ou peut-être même un millier d'essais ici. Et la courbe noire représente la moyenne et chaque couleur représente un animal. Donc vous voyez les noms ici à droite, un petit peu loufoques parfois. Et vous voyez, donc je vous disais qu'il y avait 20 formes. Hein. Donc voilà les 20 formes qu'on a utilisées. Et chacune peut être l'intrus ou pas. Ça, c'est important. Ce n'est pas toujours la forme du bas qui est l'intrus et celle du haut qui est la forme de base. Hein. Les deux peuvent être échangés. Donc c'est vraiment le concept d'intrus qui est appris ici. Les animaux, pour la plupart de ces formes, passent le critère de 20% d'erreur. Vous voyez qu'il y a des formes qui sont plus dures que d'autres. Là, les lettres étaient difficiles, on n'avait pas forcément prédit ça. Mais sinon, ils arrivent à peu près avec toutes les formes. Et ensuite, lorsqu'on leur demande de généraliser à 20 nouvelles formes, donc 10 nouvelles paires, eh bien, vous voyez que tout de suite, les premiers points sont bien meilleurs que le hasard. Donc les animaux ont compris la tâche d'intrus pour toutes ces formes. Et deuxième généralisation, des formes géométriques plus proches de celles qu'on va leur demander ensuite, ils sont très nettement en dessous du niveau du hasard. Le hasard serait à 83% ici, donc ils sont bien meilleurs. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas digital, c'est peut-être intéressant en soi, d'ailleurs ce n'est pas discret comme pourrait l'être la réponse d'un être humain. Il y a encore un taux d'erreur non négligeable, mais quand même, ils savent généraliser. À ce stade, voilà un petit peu les courbes d'évolution pour un individu. À ce stade, on va donc passer aux formes géométriques. Alors voilà le rappel de ce qu'on trouve avec les êtres humains, hein, pas forcément Einstein d'ailleurs, mais simplement des enfants de CP ou des IMBA, ou nous tous. Et voilà l'effet qu'on observe avec nos babouins, avec une courbe qui est pratiquement plate en fonction de toutes les formes géométriques. Il y a plusieurs choses intéressantes à noter. D'abord, vous voyez que le taux d'erreur initial est quand même très élevé. C'est de l'ordre de 75%. Ce sont des animaux qui avaient compris la tâche de l'intrus. Mais là, pour ces formes-là, c'est vraiment difficile. Avec ce degré de modification qui est relativement facile pour des êtres humains, même pour des enfants. Et puis, surtout, vous voyez que ça s'améliore. Donc, ils arrivent à atteindre 50% de réussite, ce qui est pas mal. C'est pas mal aussi parce que ça veut dire qu'on a réussi à continuer à les garder motivés, hein, ce qui n'est pas évident quand ils font 50% d'erreurs. Bon. Donc, ils se sont améliorés, mais on n'a toujours pas vu apparaître d'effet de complexité géométrique. Ce n'est toujours pas le cas que les carrés et les rectangles soient beaucoup plus faciles que les autres. Il y a des formes qui sont complexes, mais qui sont quand même assez faciles. Et voilà, il y a des variations, mais ce n'est pas l'effet de régularité géométrique. Je crois que j'ai une corrélation entre les deux ici. Vous voyez que la corrélation est très faible à travers les 11 formes et non significative entre les humains sur l'axe des X et les babouins sur l'axe des Y. Néanmoins, il y a quelque chose à expliquer chez les babouins, parce que tous les animaux qui ont passé un certain nombre de blocs ici finissent par être extrêmement corrélés entre eux. Donc ici, ce que vous voyez en couleur, c'est la corrélation à travers les différentes formes et les différents types d'écrans qu'on a présentés entre les animaux. Et les couleurs chaudes indiquent qu'il y a une très forte corrélation entre les performances des animaux ici. Même surtout dans les derniers blocs, plus on avance dans l'entraînement, plus cette corrélation est élevée. Donc les babouins ne font pas du tout n'importe quoi, hein, mais ils ne font pas la même chose que les êtres humains. Alors comment expliquer ce qu'ils font? Eh bien, on a eu l'idée de tester un modèle classique de la vision. Après tout, ce sont des images comme les autres. Donc on a donné chacune des formes, avec leur rotation et leur changement de taille, à un réseau de neurones qui est censé modéliser assez bien la voie ventrale de perception visuelle chez les primates et chez les êtres humains également. Donc on donne ces formes à manger au réseau, on mesure dans une couche du réseau, par exemple ici la dernière couche, quel est le patron d'activité, ça nous donne un vecteur. Et j'avais parlé de cette approche vectorielle du codage cérébral l'an dernier dans mon cours. On va simplement regarder donc 6 vecteurs pour ces 6 formes, et on va dire l'intrus
pour ce réseau de neurones, c'est le vecteur qui est différent de tous les autres, qui est maximalement différent de la moyenne de tous les autres. Voilà. On l'a fait avec l'architecture Cornet, et la plupart des résultats que je vais vous montrer sont avec l'architecture Cornet, qui est censée être un des meilleurs modèles de correspondance avec l'architecture de la voie ventrale visuelle des primates, mais on l'a fait aussi avec d'autres réseaux comme DenseNet ou ResNet, par exemple. Alors voilà le résultat. Ici, j'ai entouré en rouge la corrélation la plus intéressante, c'est avec la dernière couche qui correspond au cortex inférotemporal de ce réseau artificiel, hein, qui est entraîné à reconnaître des images. Il est entraîné typiquement avec ImageNet, c'est-à-dire qu'il est entraîné à étiqueter des images et donc à les reconnaître. Et vous voyez qu'il y a une très forte corrélation avec la performance des babouins. Et il y a aussi le même genre de taux d'erreur, vous voyez, qui est assez élevé. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas parfaitement sur la diagonale, mais enfin, c'est quand même dans le même genre d'endroit, c'est le même genre de données. Fondamentalement, le réseau de neurones fait à peu près comme le babouin ici. Et il a du mal, hein, c'est ça que ça veut dire. Le réseau de neurones a énormément de mal à trouver l'intrus, même dans des carrés ou des rectangles. Donc il n'a pas du tout les performances des êtres humains. On a rappelé ici les performances des êtres humains et les performances des babouins en fonction de leur entraînement. Hein. Vous voyez que le réseau de neurones est plutôt comme les babouins et surtout, il arrive à prédire forme par forme très bien la variation des performances. Alors en fait, cette prédiction, on la voit déjà dans les premières couches du réseau ici, même si elle est moins bonne, et on la voit aussi si on regarde simplement l'aire qui est présenté ou le périmètre. Et si on dit il y a un intrus sur la base uniquement du périmètre. Donc il y a des paramètres de bas niveau. Et puis, plus on avance dans le réseau, plus il y a des paramètres visuels, mais de plus haut niveau, plus invariants, qui permettent de trouver les intrus comme le font les babouins. Mais comme notre tâche est quand même assez bien conçue, ces réseaux-là ne font pas très bien. On est de l'ordre de 50% ou beaucoup plus de taux d'erreur. La tâche doit pouvoir être faite bien mieux si on est un être humain, mais ces réseaux répliquent plutôt ce qui se passe chez les babouins. Alors qu'est-ce qui se passe chez les êtres humains? On a créé un deuxième modèle, un modèle symbolique, fondé sur les idées que je développe depuis le début de ce cours, hein, c'est-à-dire l'idée que les êtres humains vont coder des propriétés discrètes qui sont l'égalité des angles, le parallélisme des côtés, l'égalité des longueurs, la présence d'angles droits. Voilà les 4 propriétés qu'on a codées ici. Donc des propriétés discrètes, ça donne une sorte de vecteur interne qui est un vecteur, mais cette fois-ci de 0 et de 1, qui dit la propriété est présente ou pas, pour telle paire de côtés ou pour tel angle particulier. Et ce vecteur, on va le comparer à travers les 6 formes. Donc il y a évidemment 5 formes où le vecteur est rigoureusement identique, parce que ça normalise pour les rotations et les changements de taille. Et puis il y a une forme pour laquelle le vecteur est différent. Et on va dire, plus ces vecteurs sont différents, plus ça va être facile de détecter l'intrus. Et voilà les prédictions qu'on obtient avec ce modèle. Effectivement, il y a beaucoup plus de différences parce qu'il y a plein de propriétés géométriques qui sont présentes dans les carrés et les rectangles qui disparaissent lorsqu'on modifie un des coins de cet objet. Et donc la distance entre l'intrus et la forme de base est plus importante. Et on appelle ça la norme L1, mais c'est un terme pompeux, ça veut juste dire la somme, le nombre de propriétés qui sont différentes entre l'intrus et la forme de base. Et donc, uniquement sur la base du nombre de propriétés qui ont changé, on peut prédire que ces formes-là vont être beaucoup plus faciles que les autres et qu'il y a un effet de régularité ici. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas exactement la forme de l'effet chez les êtres humains, mais c'est quand même une bonne corrélation. Et surtout, on a cette corrélation multiple. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a impressionnés ici. On va prendre les données de chaque babouin, ici à droite, et les données des différents groupes d'êtres humains ici à gauche. Et on va d'abord regarder leur corrélation entre elles, ici, avec le réseau de neurones, avec le modèle symbolique, et on va faire une corrélation multiple, une régression multiple, avec les 2 régresseurs. La prédiction qui est issue du réseau de neurones de la voie ventrale, en violet ici, et puis la prédiction qui est issue du modèle symbolique en orange. Et alors le résultat est extrêmement clair. Tous les babouins sont prédits convenablement par le réseau de neurones à convolution ici. Et c'est une forte corrélation. Mais il n'y a aucune contribution chez les babouins du régresseur symbolique. Et inversement, vous voyez que pour les êtres humains, il y a toujours une contribution du régresseur symbolique, parfois toute seule, pour les expériences chez les sujets français en ligne ici, et parfois avec une contribution aussi du régresseur, du réseau de neurones à convolution, mais toujours avec une contribution significative du régresseur symbolique. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le comportement des babouins est bien capturé
par ces modèles standards de traitement des objets dans la voie ventrale. Ces modèles qui sont entraînés à reconnaître des visages, des objets, des maisons, des formes de toutes sortes et à les nommer, sont de bons modèles, au moins pour ce qui se passe au départ dans la perception, dans la voie visuelle des primates. On en reparlera, parce que ce n'est pas des modèles parfaits non plus, mais c'est un bon point de départ. Par contre, il faut un modèle symbolique pour capturer ce qui se passe chez les êtres humains. Il faut vraiment prendre en compte les propriétés géométriques et les lister et les regrouper. Et puis, en fait, les deux modèles existent. Et les êtres humains sont des primates. Et nous disposons, nous aussi, de cette voie ventrale. Donc nous avons en fait deux stratégies. Et ce qui se passe, c'est que si on teste les IMBA ou les jeunes enfants, eh bien, ils utilisent les deux stratégies. Mais plus on est éduqué, plus on se repose sur la stratégie discrète, symbolique, et moins on se repose sur la stratégie de la voie ventrale. Voilà comment on peut expliquer ces données ici. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait deux voies. On a conservé bien sûr cette voie de reconnaissance des objets, on peut s'en servir, mais il y a quelque chose en plus. Il y a une voie qui fait attention aux propriétés géométriques. Alors, ça peut vraiment expliquer pas mal de résultats. Vous voyez ici, c'est des recherches non publiées donc, sur l'application de ces deux modèles aux données développementales depuis la moyenne section de maternelle jusqu'au CE1 ici. Et vous voyez que dans tous les cas, on a besoin du modèle symbolique et on a une contribution un tout petit peu croissante ici du modèle symbolique en fonction de l'éducation. Il faudrait poursuivre ces travaux avec une éducation plus avancée pour voir comment ça se transforme au fil des âges. Mais il y a toujours aussi une contribution partielle du réseau à convolution. Donc on réplique totalement nos résultats initiaux. Il y a les deux voies qui sont disponibles chez ces jeunes enfants, mais la voie symbolique est disponible dès le départ. Alors, vous allez me dire, mais peut-être que tout ça peut s'expliquer par l'expérience environnementale des enfants. Et notamment, dans la littérature, il y a cette idée que les humains vivent dans un environnement qu'ils ont modifié, qui est souvent un environnement urbain, charpenté. Alors, c'est sans doute moins le cas des IMBA, mais justement, les IMBA, on observe qu'ils ont un effet de régularité moindre que les autres. Donc, est-ce que tout ça n'est pas dû, finalement, dans une vision un petit peu empirique, empiriciste, à l'exposition à des formes géométriques dans le monde extérieur? Et on a trouvé dans le passé plusieurs résultats qui vont un petit peu dans ce sens. Il y a par exemple, je vous en parlerai la semaine prochaine, le fait que les Indiens d'Amazonie, Munduruku, qu'on avait testés, sont moins euclidiens que nous. Je vous en reparlerai. Il y a aussi beaucoup d'illusions visuelles qui varient suivant le contexte culturel et qui sont de moindre ampleur chez les personnes qui sont plus isolées, qui n'ont pas le même environnement urbain que nous. Alors on peut revenir à nouveau aux travaux de Serge Kaparos et avec Davidoff en particulier, toujours chez les IMBA, juste une expérience, il y en a beaucoup, hein, mais les effets qui dépendent de la perspective sont souvent différents. Et un petit peu différent en tout cas selon les cultures. Ici c'est l'illusion d'Ebbinghaus, je pense que vous y êtes soumis. Vous voyez que on peut juger assez finement la différence de taille entre les cercles ici, mais on est très fortement influencé par le contexte. Et ici, sans doute que vous percevez que ce cercle est plus petit, parce qu'il est entouré de grands cercles, et que celui-ci est plus grand, parce qu'il est entouré de petits cercles. Ça, c'est l'illusion d'Ebbinghaus. Eh bien, Serge Kaparos et ses collègues, dans l'article de Bremner, là, ont montré que cet effet, d'abord, n'était pas tellement présent chez les petits-enfants. Donc, entre 3 et 6 ans, il y a très peu de différence entre avoir le contexte ou ne pas avoir le contexte. Et puis surtout, si on avance un petit peu en âge, ici on voit apparaître cet effet à 7-8 ans, 9-10 ans, il devient assez gros, c'est la différence entre ces deux barres ici. Donc la différence entre avoir le contexte ou ne pas l'avoir. Le contexte ici induit les personnes en erreur, c'est la performance qui diminue, mais vous voyez que l'effet est nettement moindre chez les IMBA que chez les sujets occidentaux. Donc il y a sans doute des influences environnementales. La question, c'est est-ce que ça pourrait expliquer nos données sur la géométrie? Et je crois que ça les explique très mal. D'abord, les babouins, comme ils sont dans un enclos, hein, ils vivent en fait dans un environnement charpenté, dans un environnement qui a des angles droits, qui a des constructions humaines. C'est typiquement le cas de toutes ces maisonnettes qui servent à les tester, des écrans d'ordinateur, etc. Et donc, on peut argumenter qu'ils vivent dans un environnement plus structuré, plus charpenté que les IMBA. Et pourtant, leurs résultats sont complètement à l'opposé. Et puis, les jeunes enfants qu'on a testés sont plus jeunes que l'âge de 7 ou 8 ans, auquel on voit apparaître ces effets culturels ici. Donc ce n'est pas vraiment la même chose, hein, cet effet de géométrie, et il semblerait, il faut poursuivre les études, hein, mais qu'il soit quand même peu ou pas dépendant de l'environnement particulier des personnes.
Une autre hypothèse, c'est que c'est simplement plus d'entraînement. Si on donnait plus d'entraînement, on trouverait un effet de régularité géométrique. Il faut juste s'entraîner avec ces formes-là. C'est un peu une autre version de la même hypothèse. Et c'est vrai, il faut quand même garder ça à l'esprit, qu'on compare des populations qui sont extrêmement différentes, qui n'ont pas du tout le même entraînement. Même des enfants de 4 ans, de 5 ans, ont déjà des expériences humaines très différentes de celles des babouins qui vivent dans un environnement assez restreint. Cependant, est-ce que ça peut vraiment, à nouveau, est-ce que cette vision un peu empiriciste pourrait expliquer les données? Je ne le crois pas. D'abord, vous avez vu que les babouins reçoivent des milliers d'essais d'entraînement, et juste avec ces formes. Donc s'il y avait moyen pour eux de tirer parti des angles droits, des parallèles, il est très probable qu'ils le feraient. Enfin, c'est dans leur intérêt, c'est leur récompense directe. Voilà. Et puis, on a essayé de tester cette hypothèse en réentraînant nos réseaux de neurones. Alors, ça c'est ce que montrent les figures ici à droite. On peut se dire finalement ces réseaux de neurones n'ont jamais été entraînés avec des formes géométriques. Ils ont vu des objets, peut-être ce qui se rapproche le plus de nos formes géométriques, ce sont des enveloppes. Lorsqu'on donne à ces réseaux de neurones les formes géométriques et qu'on leur demande de nommer ce qu'ils voient, ils disent c'est des enveloppes. Tout ça c'est des enveloppes. Toutes d'ailleurs, hein, les carrés, les quadrilatères quelconques, ce sont des enveloppes. Donc ils ont reçu un entraînement qui permet de discriminer ces formes. Alors on s'est dit, est-ce qu'on arriverait à modéliser nos données en réentraînant ces réseaux de neurones avec nos quadrilatères? Et on a essayé 4 manières différentes de les réentraîner, soit en les entraînant à nommer juste les formes qui sont nommables, donc ça veut dire un entraînement spécifique avec les carrés, les rectangles, les trapèzes, les parallélogrammes, les losanges, soit à nommer les 11 formes. Donc on a donné une étiquette de sortie. Il y avait déjà 1000 étiquettes pour les étiquettes de ImageNet. C'est un chien, c'est un chat, etc. Et on a rajouté 11 étiquettes pour dire c'est telle forme, c'est telle forme, c'est telle forme. Et on a réentraîné le réseau. Et comme Mathias est un peu obsessionnel, il y a 2 manières de réentraîner ces réseaux, soit en entraînant juste la couche de sortie, soit en entraînant l'ensemble du réseau. Alors vous voyez que lorsqu'on entraîne l'ensemble des réseaux, il y a une petite baisse de performance pour les images. Voilà. En fonction du nombre d'étapes d'entraînement. Dans tous les cas, il y a une petite baisse de performance pour les images et une énorme augmentation des performances, évidemment, pour nommer les quadrilatères, parce que c'est ça sur lequel on entraîne le réseau ici. Donc, une fois que le réseau a été entraîné avec les quadrilatères, on peut le retester comme régresseur des données humaines et on voit que ça ne change quasiment rien. Si quelque chose, on a dégradé le fit avec les animaux, ça colle moins bien avec les performances des animaux, mais on n'a pas du tout augmenté la performance, ou très peu, augmenter la performance pour rendre compte des données humaines. Ici. De temps en temps, il y a quelques barres violettes ici qui deviennent légèrement significatives, mais on a toujours besoin, et ça c'est le point principal, on a toujours besoin du régresseur symbolique pour expliquer les performances humaines. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une critique très sérieuse de ces réseaux de neurones ici. Ces réseaux de neurones sont, même s'ils atteignent des performances remarquables dans la reconnaissance des objets de la vie quotidienne, ne sont pas capables de reconnaître un carré, comme les êtres humains. C'est quand même une critique violente et intéressante, du coup, de ces réseaux de neurones. J'en profite pour dire que ce n'est pas propre à CoreNet-S, c'est que nous avons donc testé DenseNet, ResNet. C'est remarquable à quel point ces résultats sont stables. Ces réseaux ont des architectures assez différentes, et pourtant, ils convergent vers des modes de représentation qui sont très similaires ici et qui donnent, là encore, une bonne modélisation des babouins, une mauvaise modélisation des performances humaines. Alors, j'en reparlerai dans le cours numéro 6, mais vous avez compris que l'ensemble de mon cours est quand même assez critique de cette approche d'intelligence artificielle contemporaine qui consiste à prendre une architecture minimale, non symbolique, à la bombarder de stimuli comme si on était soumis à notre environnement et à espérer avoir un modèle des performances humaines. Mais je suis à la fois impressionné, comme nous tous, je pense, par les progrès de l'intelligence artificielle et puis impressionné par les erreurs massives que ces systèmes peuvent faire, comme dans ce cas ici du carré ou du rectangle. Alors, je voulais vous montrer, on fait une petite pause humoristique, ça nous fera du bien, mais un certain nombre d'erreurs dramatiques de ces réseaux de neurones, ça peut vous alerter aussi sur les problèmes qui sont encore posés. Mais d'abord, c'est quand même très impressionnant. Vous pouvez prendre DALL-E 2 et vous lui demandez d'imaginer Dark Vador dans une robe du 19e siècle. Et en quelques secondes, vous obtenez ce dessin sublime. Je serais bien incapable de faire un dessin qui approcherait de quoi que ce soit de ce réalisme. Alors on se dit c'est extraordinaire. Sauf que vous lui demandez d'imaginer un triangle vert à gauche d'un cercle bleu. Ça, je pense que je saurais le faire. Et vous obtenez ça. N'importe quoi. Voilà.
Il y a du vert, il y a du bleu, mais à part ça, c'est pas du tout ça. Voilà. Et on est sans cesse confronté à des problèmes de ce genre. En fait, dès que ça devient digital, géométrique, ça ne marche plus. Voilà. Dès qu'il y a des structures logiques ou géométriques, ça ne marche plus. Alors voilà quelques exemples. Ça, c'est un exemple intéressant parce que c'est quand même une vraie image. Là, c'est le vrai travail de ces réseaux de neurones. Hein. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez quoi? Vous voyez des balles de ping-pong. Ce réseau voit des balles de ping-pong. Pourquoi il voit des balles de ping-pong? C'est la texture et celle de balles de ping-pong. Mais évidemment, on rejette immédiatement cette hypothèse parce que ça n'est pas sphérique. Et les balles de ping-pong doivent être sphériques. Et ce sont des œufs, évidemment, dans la porte du frigo. Voilà. Donc, on voit ici le type d'erreur que font ces réseaux. On en reparlera, hein, mais ils ne regardent pas la forme. Ils regardent beaucoup plus la texture ou les composants de forme, comme la courbure, mais pas vraiment la forme globale. Alors, par ailleurs, ils font des erreurs massives en mathématiques. J'ai un petit dialogue, je crois que je l'ai peut-être déjà raconté ça. Qu'est-ce qui est plus grand, 2 quarts ou une moitié? Réfléchissez. ChatGPT, une moitié, c'est plus grand que 2 quarts. 2 quarts peut s'écrire comme 2/4, qui est égal à 1/2, donc 1,5 est égal à 2 quarts. Là, vous voyez le dialogue délirant de ces réseaux de neurones qui ne savent pas de quoi ils parlent vraiment. Est-ce que tu ne viens pas de te contredire? Ah oui, pardon, je me suis trompé. 2 quarts est plus petit que 1,5. Et ça continue. Es-tu sûr? Oui, oui, je suis sûr. 2 quarts est égal à 1,5. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est épouvantable. Alors, même chose sur la géométrie. Ça, j'ai fait ça récemment parce que c'est ChatGPT 4. Il y a toujours, effectivement, le fait qu'à chaque fois que vous pointez vers une difficulté, 2 mois après, elle est intégrée dans le réseau de neurones parce qu'il réentraîne, il surveille les challenges que l'on propose et puis tout simplement, ils deviennent aussi un peu meilleurs. Néanmoins, donc ChatGPT 4, auquel je me suis abonné récemment, continue de faire des erreurs massives. Peux-tu dessiner un cercle et 3 lignes tangentes? Alors, ChatGPT 4 est quand même très impressionnant parce qu'il est capable de prendre votre requête et de créer un programme qui va tourner et générer une image. Donc, il se programme lui-même, en quelque sorte. En tout cas, il génère un programme. Donc, dans ce cas-là, il décide de générer un programme et il me répond « Voilà la représentation visuelle d'un cercle avec 3 lignes tangentes. Le cercle est centré à l'origine avec un rayon de 1. Les lignes tangentes sont approximativement en train de toucher le cercle, en bas, en haut et du côté droit. » Magnifique, mais c'est totalement faux, évidemment, du dessin qui est à droite. Là. Et il y a 2 lignes qui ne sont pas tangentes du tout, qui ne sont pas tangentes vers le haut, et avec le haut du cercle et avec le bas du cercle. Alors, je lui dis, tu peux réessayer, les 3 lignes doivent être tangentes au cercle. Voilà un diagramme qui marche très bien avec 3 lignes tangentes. Il n'y en a que 2. Il ne sait pas compter. Et il affirme, alors il y a toujours ce caractère péremptoire extraordinaire qui est les lignes sont tracées à des angles de 60, moins 60 et 0. Ben non, la ligne à 0, elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Donc c'est vraiment tout à fait étrange. C'est vraiment comme un système qui baratine. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Qui croit savoir de quoi il parle. De temps en temps, ça fait illusion, mais en réalité, là, il ne sait pas du tout de quoi il parle en géométrie. Alors, on en reparlera, mais je ne veux pas être trop négatif non plus, parce qu'évidemment, nous aussi, on a un problème. Ces modèles symboliques, il faut les implémenter. Il faut à un moment qu'on trouve quelle architecture de réseau de neurones arrive à implémenter ce genre de tâches. Et j'ai été très intéressé, mais ça date de la semaine dernière, donc c'est très récent, à prendre avec des pincettes, hein, par un préprint de collègues de Princeton qui testent des nouveaux réseaux de neurones. Ils vont tester comme nous un réseau à convolution banal, ResNet, mais aussi CLIP, qu'on avait aussi testé, qui ne marche pas très bien, mais qui est quand même une architecture différente, si vous voulez, qui est un transformer, qui travaille à la fois avec de la vision et du langage, un peu comme ChatGPT 4. Et puis surtout, ils vont tester DINOv2, qui est un modèle qui a été donné récemment en open access par Meta, par Facebook, qui est un énorme modèle avec 1 milliard de paramètres, hein, c'est quand même très impressionnant ces progrès, hein, et qui est entraîné avec une loss, comme on dit, une fonction de coût, qui dépend à la fois d'arriver à trouver que 2 images sont similaires, avec une transformation affine, et aussi de compléter des patchs d'images. Donc ça ressemble un petit peu à notre tâche d'intrus. Imaginez que vous avez un carré, vous avez effacé un coin, et il faut reconstituer le coin du carré.
Et alors, ils le soumettent exactement à notre tâche. Ils le font aussi avec d'autres tâches, je vous en parlerai dans un autre cours. Mais ils ont soumis exactement notre tâche à ce réseau de neurones. Donc c'est intéressant parce que notre tâche cognitive de 2021, en 2023, 2024, elle est devenue un challenge pour les réseaux de neurones. Et ils font exactement comme nous, ils définissent l'intrus comme le vecteur qui est plus différent des autres, et ils s'aperçoivent. Alors ici, vous avez un rappel des performances de ce qu'on a trouvé. Donc ça, ce sont nos résultats avec Mathias Sablé-Meyer. Les humains qui ont cette courbe qui monte, les babouins qui ont cette courbe un peu horizontale, ici, même après entraînement, et puis, pardon, ça c'est notre modèle symbolique, les humains sont la courbe en rouge ici. Voilà. Ils trouvent, comme nous, que ResNet ne corrèle pas bien avec les humains, mais corrèle bien avec les babouins. Mais par contre, comme vous voyez, ils trouvent que les deux autres modèles commencent à corréler avec les humains, et en particulier DINOV2, ici, produit la courbe que vous voyez ici en bas, qui est quand même fortement corrélée avec les résultats des êtres humains. Donc là, il se passe quelque chose. DINOV2 a une certaine architecture qui a permis d'extraire des régularités propres au carré, au rectangle et au losange ici. C'est plus complètement décorrélé et les performances atteignent des niveaux excellents. Il y a ça aussi. Hein. Les performances ne sont plus, comme pour les réseaux à convolution, extrêmement mauvaises, aux alentours de 50 à 75% d'erreurs. Ici, on a presque 0% d'erreurs pour les carrés et les rectangles. De façon intéressante, ça ressemble plutôt aux résultats sur les enfants. Ce n'est pas tout à fait les résultats chez l'adulte, parce que toutes ces formes ici ne sont pas bien distinguées, et on est vraiment à des taux d'erreur très élevés, donc ce n'est pas humain, ça. Avec les résultats des humains sont plutôt de l'ordre de 40% d'erreur au maximum, hein, 30 ou 40%, puis il y a encore un effet de régularité. Ici, ça ne marche pas bien pour les formes les plus complexes, mais pour les formes les plus régulières, un petit peu comme les enfants, ça fonctionne. Donc c'est un petit peu comme si ces réseaux étaient dans l'enfance. On les voit évoluer génération après génération, et peut-être que là, on commence à voir les prémices d'une représentation symbolique qui émerge de suffisamment d'entraînement et surtout d'une architecture et d'une fonction de coût qui commence à être beaucoup plus exigeante en quelque sorte. L'architecture transformer, elle oblige à être capable de transformer une séquence de formes, à détecter les éléments manquants, etc. Donc ça va être intéressant à surveiller, mais pour l'instant, on peut retenir qu'il n'y a quand même pas de modèle qui s'approche des performances humaines en géométrie. Alors je voudrais terminer dans les 20 dernières minutes en vous parlant des explorations qu'on continue de mener avec Mathias Sablé-Meyer. C'est la fin de sa thèse, c'est un travail qui n'est pas encore publié, mais qui est soumis, et dans lequel on pose une question très simple. Est-ce qu'on peut utiliser nos moyens d'imagerie, et pas seulement de psychologie, pour tester cette hypothèse de deux routes, de deux voies de traitement des formes géométriques? Si on a raison, dans le cerveau humain, il y a deux manières de traiter les formes géométriques. Il y a une manière qui ressemble à celle des primates non humains, qui ressemble à des réseaux à convolution, qui est peut-être rapide et un petit peu automatique. Et puis, il y a cette deuxième étape, consciente, avec un codage symbolique, et on devrait être capable de le voir dans le cerveau avec nos outils. Alors, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Representational Similarity Analysis. C'est l'analyse de la similarité des représentations, une idée dont j'ai déjà parlé dans les cours précédents. On va essayer d'extraire à chaque étape ou à chaque région cérébrale la manière dont les formes se ressemblent. On va obtenir une matrice 11 par 11 de ressemblance entre les formes. Cette matrice va nous dire comment une région cérébrale ou comment une étape de traitement traite les formes, parce qu'elle traite un certain nombre de formes comme étant semblables les unes aux autres. Et de cette manière-là, on va pouvoir tester si le modèle symbolique domine ou si le modèle réseau de neurones domine et séparer ces deux voies de traitement ici. Alors je vous ai rappelé les papiers les plus importants ici, et notamment celui de Sitchi ici, et collaborateurs, qui propose ça comme une méthode générale pour fusionner les données MEG et les données IRM, parce qu'on ramène tout ça à des matrices de similarité. C'est la similarité qui nous dit comment l'information est codée, quelle est la nature de la représentation. Je vais vous expliquer tout ça. Alors la première étape pour nous, c'était donc d'obtenir des matrices de similarité entre toutes nos formes, entre nos 11 formes. Jusqu'à présent, je vous ai seulement montré des tâches d'intrus dans lesquelles une des formes était déformée. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris n'importe quelle forme de base parmi les 11 formes et n'importe quelle forme autre pour les intrus. Ce qui nous a permis d'obtenir une notion de dissimilarité entre nos formes avec cette mesure très simple. C'est l'inverse de ce qu'on appelle le efficiency score, le score d'efficacité. Vous voyez que si cette forme est semblable à ses voisines, alors je vais faire beaucoup d'erreurs et je vais avoir un temps de réaction ralenti et cette mesure sera faible. Cette mesure se rapproche de 0. Voilà.
Si cette mesure est loin de 0, ça veut dire que je suis capable de discriminer les formes. Je fais peu d'erreurs et j'ai un temps de réaction rapide. Et à ce moment-là, cette mesure devient grande. Voilà. Alors, on a profité, d'ailleurs, c'est intéressant, on a profité d'un article du New York Times qui portait sur les premiers travaux de Matthias Sablemeyer. Je vous incite, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment un très très bon article de Siobhan Roberts qui est disponible en ligne sur le site du New York Times et qui faisait la description de nos travaux précédents. Et Madame Roberts nous a dit, est-ce que les lecteurs du New York Times ne pourraient pas se tester eux-mêmes dans votre tâche? Alors on a mis en ligne quelques essais de la tâche, mais on lui a dit, pourquoi est-ce que les gens ne feraient pas une vraie expérience? Et on a obtenu de cette manière-là plusieurs centaines de personnes qui ont passé cette nouvelle expérience de similarité entre les 11 formes ici et qui nous ont donné cette belle matrice. Ici, vous voyez, de similarité, on l'a rendue symétrique, elle n'est pas parfaitement symétrique, vous voyez, une forme comparée à une autre, à quel point sont-elles similaires? Vous voyez ici plusieurs choses, vous voyez que les carrés et les rectangles sont différents de tous les autres, sont similaires entre eux relativement, mais différents de tous les autres. Et puis ensuite, vous allez vers les autres formes, vous voyez qu'elles sont de moins en moins différentes les unes des autres. Une manière d'analyser ce type de données comportementales, c'est ce qu'on appelle multidimensional scaling. C'est un très grand psychologue qui s'appelle Roger Shepard qui a inventé ces méthodes il y a déjà presque 50 ans. Vous voyez ici que la première dimension d'organisation spatiale de cette similarité, c'est une dimension qui est essentiellement celle de notre complexité des formes ici. On a le carré et les rectangles qui sont à droite, puis les losanges et les parallélogrammes. Il y a peut-être le trapèze qui n'est pas très bien placé, mais en gros, c'est la dimension d'organisation, de régularité en quelque sorte de nos formes. Et ça, c'est obtenu automatiquement par la machine sur la base d'une projection de cette matrice de similarité en 2 dimensions ici. Et puis, il y a quelque chose de plus qu'on peut faire, c'est de modéliser cette matrice de similarité par celles qui sont prédites soit par le modèle de réseau de neurones, soit par le modèle des traits géométriques symboliques. Donc, pour chacun de ces 2 modèles, on a obtenu ces matrices de similarité juste en comparant les vecteurs qui servent à coder ces formes dans la machine. Et vous voyez qu'on peut faire une régression linéaire et on retrouve sous une autre forme notre résultat précédent, c'est que les jugements humains de similarité, mais ici très automatiques, simplement la capacité de détecter une forme différente, sont dominés par les prédictions du modèle symbolique géométrique. Est-ce qu'il y a des formes avec des angles droits? Est-ce qu'il y a des lignes parallèles? Est-ce qu'il y a des côtés égaux, etc. Et on retrouve le fait que les jugements humains sont un petit peu influencés, comme les babouins, par le codage de réseaux de neurones. Mais c'est très faible. Ici, c'est chez des adultes comme nous tous, cultivés, français ou américains. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette contribution. Elle est significative. Voilà. On ne l'a pas complètement laissé de côté. On a vraiment ces 2 voies, on a des votes probablement de ces 2 voies qui nous aident à trouver l'intrus. Mais le vote symbolique, géométrique, est beaucoup plus important que le vote de ce réseau de neurones de la voie ventrale. Donc ça, c'est l'analyse du comportement. Et ensuite, on a fait de l'IRM et de la magnétoencéphalographie. Alors, en IRM, comme on ne savait rien de ces formes géométriques, on a commencé par ce qu'on appelle un localizer. Vous savez qu'on essaye de trouver des régions qui sont spécifiques, des visages, des maisons, des mots. Il y a cette fameuse région de la forme visuelle des mots qui répond aux mots écrits. Et ici, on a rajouté des formes géométriques et aussi des petits calculs comme ça. Donc on bombarde le sujet de ces formes, on lui demande juste de cliquer quand il y a une étoile, ce qui est une tâche très facile, donc c'est quasiment passif. Et on a fait passer des adultes et des jeunes enfants, parce qu'ils sont tout à fait capables de passer cette tâche. Les stimuli sont relativement bien contrôlés, ici vous voyez les pixels, etc. Je passe là-dessus, mais je vous montre tout de suite le résultat. Il y a des régions qui répondent plus aux formes isolées, comme l'hexagone ici, ou le carré, qu'aux autres images qu'on a pu présenter. Ces régions sont présentées en rouge et inversement, on voit en bleu les régions qui sont moins activées par les formes. Et donc vous avez ici le cerveau entier, hémisphère gauche, hémisphère droit et voie ventrale et aspect mésio ici, des adultes et des jeunes enfants. Vous voyez qu'il y a une grande reproductibilité. Et qu'est-ce qu'on trouve? D'abord, premier résultat, ces énormes régions en bleu ici. Ça veut dire que toute la voie occipito-temporale ventrale est moins activée par les formes géométriques que par ces images classiques. Voilà. On le voit très bien ici, les formes géométriques sont en vert, formes isolées en vert ou en 3 formes en vert foncé, et qu'elles sont tout en bas de l'échelle pour l'activation du gyrus fusiforme. Et inversement, il y a des régions,
mais qui sont en dehors de la voie ventrale, soit dans le cortex latéral occipital, allant un petit peu en avant ici, soit dans la partie antérieure du sillon intrapariétal, bilatéral, un petit peu ici à gauche chez l'adulte, beaucoup chez l'enfant, qui répondent aux formes géométriques. Vous voyez qu'elles répondent fortement aux formes géométriques. Chez les jeunes enfants, ici à droite, c'est pratiquement la seule forme qui fait répondre parmi toutes celles qu'on a présentées. Les groupes de 3 formes ne marchent pas bien, hein. Donc ça, c'était une découverte, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il vaut mieux avoir une seule forme et se concentrer dessus. Ça va très très vite, hein. C'est comme des flashs comme ça. Vous voyez que donc il y a des régions qui relèvent à nouveau de ce réseau dorsal, pariétal, celui qu'on trouve pour les mathématiques, pour le traitement des nombres, etc., qui sont activés ici par les formes géométriques les plus simples. Donc ça colle déjà bien avec l'idée qu'il y a plutôt un mésusage de la voie ventrale et un fort usage de la voie dorsale. On a regardé spécifiquement chacune des régions de la voie ventrale, je passe un petit peu vite. On aurait pu penser par exemple que les formes géométriques c'est un petit peu comme des mots. Ce sont des choses apprises à l'école et ça pourrait activer l'aire de la forme visuelle des mots. Donc on l'a identifié chez tous les sujets et vous voyez qu'il n'y a pas de réponse en vert ici pour les formes géométriques. Il y a des fortes réponses pour les mots, parfois pour les nombres, mais pas du tout pour les formes géométriques. On aurait pu penser que les formes géométriques, c'est un peu comme des visages. Après tout, toutes nos formes, là, nos 11 formes, c'est des déformations un petit peu différentes et un petit peu comme les déformations des visages qui servent à nous coder différents visages. Bon, il n'y a pas du tout de réponse aux formes géométriques dans l'ère des visages. On aurait pu penser que c'est un peu comme les outils. Les outils ont des formes parfois géométriques. Pas du tout. Il y a des régions qui sont spécialisées pour les outils, elles ne répondent pas du tout aux formes géométriques. Et peut-être plus important encore comme hypothèse, on aurait pu penser que la géométrie, c'est un peu comme la représentation de l'espace extérieur en 3D. Il y a des régions qui s'intéressent aux maisons, mais pas seulement, qui s'intéressent aux paysages et qui s'intéressent en général au traitement de l'espace à grande échelle. Donc ces régions qu'on appelle ici para-hippocampiques, vous voyez en bleu, eh bien, ne répondent pas du tout, là encore, aux formes géométriques. Elles répondent bien aux images de maison, pas du tout aux formes géométriques ou très très peu. Voilà. Il y a peut-être un petit signal, peut-être quelque chose à clarifier, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose que de présenter une maison ici. Donc toute cette voie ventrale est très largement sous-activée par les formes géométriques. Alors inversement, est-ce qu'on peut tester directement l'idée qu'il y a un code géométrique dans ces régions? On a fait une deuxième expérience d'IRM dans laquelle on a présenté les formes une par une, sous forme de petits blocs avec une seule forme, ce qui nous a permis de mesurer l'activité à chacune de ces formes. Je vous rappelle donc qu'on avait réussi à modéliser les jugements de similarité, de comportement, par une somme de propriétés symboliques et de propriétés de réseaux de neurones, hein, de matrices de similarité prédites par l'un et par l'autre. On fait exactement la même chose en IRM, donc on prend des petits patchs de cortex, des petites sphères de cortex. Dans ces sphères de cortex, on a une centaine de voxels, ou un petit peu moins, ça nous donne un vecteur. On regarde la similarité entre ces vecteurs, ça nous donne une matrice de ce type-là, un peu comme pour le comportement, mais en chaque point du cerveau, une petite sphère en chaque point du cerveau, et on regarde si la similarité neurale à cet endroit, qu'on fait bouger comme ça, est prédite par le modèle géométrique ou par le modèle de réseau de neurones. Et vous voyez le résultat ici, il y a un petit peu de recouvrement entre les deux, mais il y a une grosse double dissociation. Les régions occipitales latérales précoces sont capturées par le réseau de neurones. Les régions dorsales très importantes ici, hein, vraiment de la voie occipito-pariétale et jusque dans le cortex frontal, surtout ici à droite, ça commence à descendre dans le cortex frontal inférieur, ces régions sont bien modélisées par le modèle de géométrie symbolique. Donc on trouve très clairement cette dissociation qu'on avait prédite entre deux voies de traitement. Il y a des régions qui rassemblent les deux, c'est intéressant de les trouver dans le singulaire, et peut-être ici dans la région frontale inférieure droite, c'est peut-être des régions qui rassemblent l'information pour prendre la décision. Parce qu'après tout, la décision, on l'a vu ici à gauche, elle est fondée sur une combinaison des deux propriétés. Mais c'est intéressant de voir que le cortex pariétal en particulier est dominé par cette représentation symbolique. Et enfin, on a fait la même chose en magnétoencéphalographie. Alors vous voyez ici l'expérience telle qu'elle se présente, avec c'est Leila Azizi ici, qui est responsable de la partie opérationnelle du centre MEG. Et vous voyez que donc on a des formes qui apparaissent cette fois-ci séquentiellement, parce qu'on est capable de capturer milliseconde par milliseconde l'activité évoquée par ces formes. Bon, le design exact ici est influencé par le fait qu'on essaye d'avoir une expérience qui marche aussi chez le jeune enfant.
Donc pour attirer l'attention des jeunes enfants, vous voyez qu'on fait des formes qui bougent, et puis on rappelle leur attention de temps en temps par des petites sphères qui gigotent comme ça. Mais sinon, vous voyez, le principe est très simple, hein. Dans un mini-bloc, il y a toujours la même forme, variée d'orientation, toujours un rectangle, et puis de temps en temps, il y a un intrus. D'accord ? Où est l'intrus? Le voilà. D'accord. Donc, c'est une manière passive de tester la détection des intrus. Ce qui est intéressant dans cette situation ici, c'est qu'on ne demande plus de tâches particulières au sujet, on demande juste de faire attention. Il n'a pas besoin de cliquer sur les intrus, évidemment, il en prend conscience, hein, et on va regarder quel est le codage de la forme de base et quel est le codage de l'intrus. Alors je commence par l'intrus, c'est extrêmement clair. On peut créer un décodeur qui, sur la base des signaux de magnétoencéphalographie, répond aux intrus, et ce décodeur répond de façon strictement monotone, quasiment monotone, en fonction de la régularité de nos formes. Donc il répond très bien aux intrus parmi des carrés ou des rectangles, il répond de moins en moins bien à mesure que la régularité géométrique diminue ici. C'est une réplication de notre travail précédent au niveau cérébral. Ça nous donne une idée de la latence de ces effets, hein, qui est assez rapide ici. Entre 100 et 200 millisecondes, on voit apparaître ces effets d'intrus. Et c'est une réplication dans une situation passive. Comme le sujet n'a pas besoin de faire la tâche, ça veut dire que le cerveau en fait, détecte, dès qu'on fait attention, ces intrus avec cette relation de régularité géométrique. Au passage, Mathias Sablemeyer est en train de répliquer ce travail en collaboration avec des collègues chinois chez des patients épileptiques avec des électrodes qui sont intracrâniennes. Donc on peut obtenir des signaux intracrâniens qui sont encore plus précis que ces signaux de magnétoencéphalographie. Et les résultats ont l'air d'aller tout à fait dans le même sens. Il y a une capacité de détection des intrus facilitée par les propriétés géométriques. Et puis alors surtout, on peut faire exactement la même analyse en magnétoencéphalographie qu'on a faite en IRM, mais cette fois-ci, au lieu de le faire dans une petite région du cerveau, on le fait dans une tranche de temps. Donc on va prendre une tranche de temps, au temps t ici, on a une topographie des activations sur les 300 capteurs de la machine MEG pour cette forme et pour cette autre forme. On va pouvoir calculer une distance, une métrique de distance entre ces deux activations, et ça va nous donner une matrice triangulaire de toutes les distances entre les 11 formes qu'on a présentées. Et alors je passe sur les détails, cette distance s'appelle cross-nobis, elle tient compte du fait qu'il y a des corrélations entre les capteurs. Tous les capteurs ne mesurent pas des données indépendantes les unes des autres, donc c'est une distance qui s'apparente à la distance de Mahalanobis pour les mathématiciens parmi vous, mais avec une cross-validation. Je passe sur les détails. Donc on a une matrice de ce genre-là, et une fois de plus, on va la modéliser par nos prédicteurs de réseaux de neurones, Convolutional Neural Network, ou de propriétés géométriques symboliques, discrètes. Et vous voyez que le résultat est exactement comme on l'attendait. Il y a une première fenêtre temporelle où c'est le réseau de neurones qui prédit bien la similarité entre les formes. Autrement dit, à cette étape de traitement, le cerveau ne sait pas encore quelles sont les propriétés géométriques, mais il sait déjà qu'il y a des formes différentes des autres, un peu comme on pense que le fait le cerveau des primates non humains, hein, donc sur la base uniquement d'un traitement par la voie ventrale. Et c'est seulement plus tard, vers 200 millisecondes, ici, qu'on voit apparaître un effet fort et dominant des propriétés géométriques. Donc il y a bien une séparation entre deux systèmes différents qui interviennent de façon partiellement séquentielle ici. Si vous êtes perturbé par le fait que ça commence déjà à 0 ici, en fait, souvenez-vous que ce sont des blocs. Et donc, il n'est pas du tout impossible pour le sujet d'anticiper sur la forme qui va venir par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'on observe cet effet relativement précoce ici, mais qui a quand même son pic vers 130 ou quelque chose comme ça, millisecondes. Et puis, donc, on peut faire ça au niveau des sources dans le cortex, et c'est ce qu'a fait Mathias ici. Vous voyez que les sources, même si elles sont toujours un peu plus floues avec la magnétoencéphalographie, sont tout à fait compatibles avec ce qu'on a vu en IRM. Hein. Il y a un effet du codage par réseau de neurones qui est largement confiné à la région occipitale ou occipitopariétale précoce ici. Et puis, il y a un effet plus tardif et beaucoup plus distribué, bilatéral, impliquant très largement le cortex pariétal et aussi les régions frontales, qui, lui, dépend des propriétés géométriques des formes. Donc notre cerveau a vraiment deux étapes, deux voies ici. Ce travail est en cours, là encore, de confirmation avec les enregistrements intracrâniens. Ça a l'air de marcher, mais c'est
Rien de tout ça n'est publié, je vous montre ça en avant-première. Et alors, surtout, ce qui est formidable avec ce dessin expérimental, c'est que là, on est juste en train de stimuler avec des formes, une par une. On n'a pas besoin d'entraîner un animal, on peut juste le stimuler avec ces formes-là et voir si, comme les êtres humains, il répond à la nouveauté, au changement. Et les résultats préliminaires qu'on a, c'est uniquement sur un singe macaque, mais c'est avec des enregistrements neuronaux dans le cortex inférotemporal directement, confirment que le cortex inférotemporal est bien modélisé par ce codage, par réseau de neurones. Et pour l'instant, il n'y a pas de trace du tout d'un code symbolique chez les animaux, enfin l'animal pour lequel on dispose de données pour l'instant. C'est un travail en collaboration avec Peter Hoefsema et Paolo Papal à Amsterdam. Voilà, donc, bon, évidemment, la puce ici est placée dans le cortex inférotemporal, donc c'est peut-être pas surprenant qu'un modèle des régions inférotemporales fonctionne bien. Hein. Il nous faut absolument des enregistrements ailleurs dans le cerveau, et notamment dans le cortex frontal, et on verra s'il y a une contribution de ce modèle symbolique. Mais nous pensons que ce ne sera pas le cas, on verra bien. Ce sont les résultats que nous avons jusqu'à présent, et qui vous montrent donc que quelque chose d'aussi simple que la perception d'un carré ou d'un rectangle, comme ici à Lascaux, c'est déjà un accès à la géométrie symbolique. Et ça permet de mettre en évidence un talent particulier de l'espèce humaine, avec toutes les nuances qu'on peut apporter. Hein. Nous n'avons testé jusqu'à présent que des babouins. Nous aurons des données neurales chez les singes macaques. Ça n'est pas suffisant, il faudrait avoir d'autres espèces, évidemment. Le paradigme est là, est à disposition des chercheurs. Hein. On a essayé d'obtenir des données chez les chimpanzés, mais c'est extrêmement difficile de faire du comportement chez les chimpanzés, même juste des tâches de comportement. Donc, pour l'instant, on n'a pas de bonnes données là-dessus, mais on espère en avoir. Mais en tout cas, l'hypothèse est posée. Cette tâche extraordinairement simple, trouver un intrus, c'est déjà mettre en évidence une spécificité de l'espèce humaine. Et cet effet de régularité géométrique est extrêmement puissant, très reproductible chez les êtres humains, et semble être absent totalement chez les babouins. Et puis, troisième conclusion, il y a donc deux voies de traitement des formes géométriques. Il ne faut pas oublier notre héritage dans l'évolution. Nous avons le même type de système visuel très largement préservé chez tous les primates, mais il semblerait que nous ayons quelque chose en plus. Nous avons un système supplémentaire qui nous permet de discrétiser ces propriétés visuelles, de découvrir qu'il y a des régularités symboliques, ces longueurs sont égales ou elles ne le sont pas, ces lignes sont parallèles ou elles ne le sont pas. L'espèce humaine a une sensibilité curieuse pour des valeurs de vérité tout ou rien, vrai ou faux. Les lignes sont parallèles ou elles ne sont pas. Mais il n'y a pas 36 lignes parallèles, il y a une seule ligne parallèle qui passe par un point donné. C'est la géométrie euclidienne qui fait ce postulat. C'est un postulat extraordinairement fort. Je ne peux pas voir si la ligne a bougé d'orientation, mais je suis certain qu'il y a une seule ligne parallèle qui a une ligne donnée qui passe par un point donné. Donc l'espèce humaine fait attention à des propriétés qui sont à la limite au-delà du monde physique, qui sont des propriétés intellectuelles, abstraites, des idées discrètes, des idées géométriques, et cette tâche permet de commencer à le mettre en évidence. Alors on a vu des données développementales un tout petit peu, on aimerait en avoir plus et ce serait fascinant de faire certaines de ces tâches chez le bébé, on a essayé mais les données ne sont pas encore tout à fait conclusives. Pour l'instant, on a l'impression que la voie symbolique, en tout cas dans cette tâche particulière, émerge vers 5 ou 6 ans d'âge. C'est à cet âge-là qu'on voit apparaître cette capacité de détecter les intrus. Ça pose la question du rôle de l'expérience. Est-ce qu'il faut vraiment 5 ans d'acquisition de données comme le suggèrent ces modèles de réseaux de neurones, avant d'avoir cet effet géométrique, ou bien est-ce que c'est simplement une sorte de maturation, et qu'en fait on va voir apparaître cet effet même en l'absence d'expérience. Alors j'en parlerai dans le prochain cours. Le prochain cours sera consacré à l'effet de l'expérience et de l'éducation, et notamment qu'est-ce qui se passe chez les personnes aveugles, dans lesquelles l'expérience est évidemment complètement différente. Et puis, je l'ai dit, ce travail contient une critique très sévère des réseaux de neurones artificiels actuels. Beaucoup d'entre eux ne capturent pas bien
les propriétés géométriques, même si Dino V2, là, est un modèle à surveiller, vraiment intéressant, et on va faire d'autres expériences avec lui. Et ça pose la question, donc, quel est le bon modèle? Pas seulement pour des rectangles, où là on a une idée des propriétés qu'il faut compter, mais pour n'importe quelle figure géométrique, comme cette série de points ici à Lascaux. Et dans le 6e cours, je vous montrerai un modèle de langage de la pensée qui permet de rendre compte de toutes ces formes, et puis on discutera des autres modèles disponibles. Voilà. Merci de votre attention.